Un tout petit mot de présentation, je m'appelle Thierry Deluc, je suis ergonome et intervenant chercheur dans le laboratoire Artemis, un laboratoire qui s'intéresse à la question des liens entre la santé, le travail et la performance au sens large, et tout ça inscrit dans des dynamiques de territoire. Voilà, je fais un résumé très très synthétique de ce sur quoi on travaille pour ne pas m'étendre là-dessus. Et je voudrais prolonger ce qui vient d'être dit là sur les opportunités créées par les tiers-lieux en matière d'émancipation des salariés en insertion pour le mettre au carré au regard des enjeux et des opportunités que ça ouvre en matière d'émancipation des encadrants cette fois-ci. C'est-à-dire des gens qui accompagnent dans les structures les salariés en insertion. Et je vais prendre un exemple, peut-être pour essayer d'illustrer mon propos. Si on prend l'exemple de la Roseraie, donc la Roseraie de Moraille, c'est un des tiers-lieux qui fait partie, qui est dans le giron des jardins de la voie romaine. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire de la manière dont les jardins de la voie romaine héritent de ce lieu, de cette Roseraie, mais s'y joue un tas d'activités qui viennent s'agréger avec une boutique, avec de la production maraîchère, avec une salle de réunion, enfin bref, tout un tas d'activités qui viennent, et puis une activité de visite de la Roseraie. Et cette activité de visite de la Roseraie, elle se fait avec des guides qui vont être les salariés en insertion. Et du point de vue du métier d'encadrant, ça va poser des questions assez classiques, habituelles, d'organisation du travail. Ce que vient de dire et d'illustrer Dominique. Donc, ça veut dire quoi faire le guide? C'est quoi le circuit? Qu'est-ce qu'on doit raconter? C'est quoi les événements importants à pointer? Comment, à travers cette visite, on en profite pour informer les visiteurs justement de cette multifonctionnalité? Donc, comment on confie aux salariés en insertion la tâche de faire comprendre aux visiteurs comment cette Roseraie, elle s'inscrit dans quelque chose de plus large, qui essaye de porter plein d'enjeux différents. Donc ça s'organise. Et puis après, il y a le réel, c'est-à-dire quand les guides salariés en insertion commencent à faire les visites, il y a tout un tas de questions qui ne sont pas prises en charge par l'organisation, non pas parce que les encadrants sont mauvais, mais parce qu'en réalité c'est impossible de les prendre en charge, parce qu'on ne maîtrise pas la manière dont les visiteurs posent les questions, la manière dont ils comprennent ce qu'on leur raconte, la manière dont ça fait des connexions dans leur cerveau avec d'autres choses qui fait qu'ils amènent les questions ou la conversation sur d'autres sujets. Et donc ça place les salariés en insertion dans un tas de situations qui ne sont pas maîtrisées par l'organisation, mais dont il convient pour eux, et c'est ça l'enjeu de leur travail, d'en faire quelque chose. Et là, on voit bien que du point de vue des encadrants, on se retrouve face à des questions de travail pas complètement nouvelles, parce que dans les jardins, la question par exemple des tensions entre les enjeux de production et les enjeux d'accompagnement des personnes, c'était déjà des situations qui n'étaient pas totalement réglées par l'organisation, plein d'imprévus, mais là c'est démultiplié et puis surtout c'est médié par le salarié qui va revenir en racontant comment s'est passée sa visite, les questions que ça a posées, les difficultés dans lesquelles il s'est retrouvé, ce qu'il a essayé de faire pour faire face à cette situation. Et les encadrants se retrouvent là dans un rôle nouveau, plus renforcé, de développement d'une capacité d'écoute, de construction d'une compréhension avec les salariés en insertion de qu'est-ce qui se joue dans cette histoire-là, dans le récit de cette situation singulière, de comment à travers ça, il y a un double mouvement de professionnalisation à la fois des salariés qui font le guide et puis aussi des encadrants qui apprennent en même temps la façon d'accompagner les salariés sur cette dimension-là. Donc il y a bien, parce que c'est important d'insister sur ce volet-là, il y a bien une opportunité de renforcer l'émancipation, et pas seulement des salariés en insertion, mais aussi des encadrants. Et je soutiens ce que dit Dominique sur évidemment l'opportunité, ça s'accompagne d'un risque.
Et donc il y a un enjeu de réflexion, là aussi on y reviendra tout à l'heure, de réflexion sur l'accompagnement des encadrants dans le mouvement, dans ce mouvement-là. Ça ne se fait pas tout seul comme ça, ce pas de côté et cette évolution du métier, et ça pose des questions aux structures sur la manière dont on accompagne cette professionnalisation, mais on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième volet, le deuxième métier, alors quand je parle d'encadrants tout de suite avant, je parle à la fois des encadrants techniques et à la fois des conseillers en insertion. Je parle bien des gens qui accompagnent dans les Deuxième fonction qui nous semble bousculée par l'émergence de ces tiers-lieux, c'est les fonctions de direction. Ils sont à un rendez-vous que j'appellerais le rendez-vous de la coopération. C'est-à-dire, le montage d'un tiers-lieu, ça peut assez vite, si on n'est pas vigilant, se transformer en une relation commerciale, financière, entre différents acteurs, donc dans une chaîne de valeur d'une certaine manière, où les uns deviennent les fournisseurs et les clients des autres. Donc on a une boutique et puis il y a des maraîchers locaux qui viennent apporter, qui profitent de ce lieu comme un lieu de distribution. Et si on n'y est pas attentif, on va assez vite avoir des discussions qui vont essentiellement se centrer sur les enjeux financiers de combien ça coûte de venir distribuer ces légumes dans ce lieu. Très classiquement, c'est comme ça que ça peut se transformer. Donc quand je parle de vigilance à la coopération, ça veut dire une vigilance à la construction d'une visée partagée, c'est-à-dire comment on s'accorde entre les différentes structures sur ce qu'on cherche à faire ensemble à travers ces tiers-lieux, pas uniquement comme un endroit qui sert les bidons isolé, cloisonné de chacune des structures, mais comme un endroit qui permet de faire quelque chose ensemble qu'on ne pourrait pas faire si on était séparés. Cette question-là, elle est absolument fondamentale parce que ça veut dire qu'il y a un enjeu de compréhension et d'écoute mutuelle des contraintes des uns et des autres. On va partager un projet, mais dans le réel, dans la mise en œuvre, on va se retrouver confronté à des enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, structure par structure, partenaire par partenaire. Et on va être amené à faire un travail supplémentaire, nouveau, autour de l'attention à la coopération entre les structures. Et Rémi évoquait tout à l'heure l'émergence de nouveaux métiers à travers la vie des tiers-lieux. Je lui propose d'en rajouter un à sa liste, qui est ce que nous appelons le garant de la coopération, c'est-à-dire quelqu'un qui se soucie dans l'action, pas en amont ni 10 ans plus tard, dans l'action, qui se soucie du repérage des contraintes qui émergent chez les uns et chez les autres dans le partenariat et dans la vie du tiers-lieu. Et qui se soucie de créer des espaces et des dispositifs qui permettent de travailler ces tensions-là. Donc je suis Valérie Hamon, je suis la directrice du jardin de cocagne de Blois dans le Loir-et-Cher. Donc on porte un jardin de cocagne depuis plus de 25 ans maintenant et on a la particularité aussi d'avoir depuis une quinzaine d'années développé un partenariat fort avec le secteur agricole local, puisqu'on porte une entreprise insertion qui est un lieu où des producteurs de la région viennent livrer leur production pour qu'on compose des paniers qui sont ensuite expédiés sur la région parisienne. Donc on ne s'est pas dit, voilà quelques années, voilà 2 ou 3 ans, qu'on allait créer un tiers-lieu. Il se trouve tout simplement qu'en tant que jardin sur notre territoire, avec l'ancienneté qu'on a, avec les relations qu'on a déjà avec le secteur professionnel, on a contribué à la création d'une couveuse d'entreprise qui jouxte notre jardin. On a une boutique, on est sollicité régulièrement pour faire accueillir des formations pour des producteurs, parce qu'on est à Blois et que c'est un endroit qui tombe bien pour la région centre. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que, au-delà de notre fonctionnement de jardin de cocagne, on est déjà ouvert vers l'extérieur. Et il se trouve que, de façon très instinctive, on a senti depuis quelques années que l'activité du jardin elle avait besoin de s'ouvrir et qu'on avait un rôle à jouer sur le territoire, parce que dans tous ces enjeux de transition écologique, dans tous ces enjeux d'alimentation, eh ben, on est déjà un acteur qui était un peu repéré. Donc on a des sollicitations. Et donc voilà 3 ans,
parmi les sollicitations, plutôt les opportunités qu'on a eues, on nous a proposé d'acquérir une ferme, une ancienne ferme maraîchère qui est à proximité immédiate du jardin, à peu près à 300 mètres, avec 8 hectares supplémentaires. Et donc là, sur ce site, il y a eu le déclenchement de se dire, à partir de là, on va pouvoir passer à autre chose que ce qu'on est, Jardin de Cocagne, comme tous nos collègues. Et l'idée d'avoir un lieu qui était ouvert et qui soit un lieu de multiples activités, ça correspondait tout à fait à ce qu'on avait envie de faire. Donc sur ce lieu, on est en train d'ouvrir, on a ouvert au mois de mai, un espace pour faire des ateliers de bien-vivre alimentaire. Qu'on développait déjà pour nos salariés en interne, mais ça se faisait dans un bac à l'eau de façon un peu aléatoire. Là maintenant, on a une salle qui est vraiment prévue pour ça, qui nous permet de faire des ateliers de façon beaucoup plus fréquente et qui va maintenant être ouverte à d'autres personnes, d'autres associations. On a déjà accueilli des jeunes de mission locale, on a accueilli des étudiants. C'est quelque chose de tout simple, mais là, vous savez, avec le Covid, la crise sanitaire, il y a des étudiants qui sont en très grande difficulté, qui étaient bloqués sur Blois, dans l'antenne universitaire, parce qu'ils sont très loin, ils n'avaient pas la possibilité de retourner chez eux. Il y a eu des actions de solidarité pour qu'ils reçoivent des paniers, pour qu'ils reçoivent à manger. Et puis, le CROUS s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces étudiants, ils ne s'étaient jamais fait à manger. Ils étaient à la maison jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'antenne universitaire de Blois et en fait, ils n'avaient jamais été en situation de récupérer des légumes qu'on leur donne et puis voilà. Donc, assez vite, on a été sollicité, on a mis en place des ateliers. Donc, on a une activité atelier. Sur ce site, on a développé, on a transféré notre point de vente. On a une particularité à Blois, c'est qu'on a une activité de vente directe sur notre jardin et depuis 5 ans déjà, elle est autogérée par les salariés en insertion. Donc on voit que c'est vraiment quand même une très grande diversité, des champs très divers qui s'ouvrent à nous, une extraordinaire opportunité de créer des emplois, de créer une dynamique autour de l'alimentation sur le territoire, et donc du coup de changer de métier. Voilà, et ça, il faut qu'on s'y prépare avec l'aide des collègues, parce que c'est vraiment à travers les réflexions et les échanges de bonnes pratiques qu'on peut avancer. Et puis, l'aide de ces laboratoires de recherche qui nous permettent un petit peu de mettre des mots sur ce qu'on fait instinctivement et peut-être un petit peu du coup de construire plus durablement. Ce qui me semble important entre l'évolution que représente le tiers-lieu par rapport au jardin de Cocagne, même si, comme tu dis, on a le ferment dans un jardin de Cocagne, c'est l'hybridation des activités. On voit qu'en fonction de chaque lieu, il y a des opportunités qui se créent. C'est un enjeu de la réussite sur le volet souvent financier, mais c'est aussi un enjeu super intéressant par rapport aux salariés. Parce qu'effectivement, on ouvre des champs d'activités différents et quelqu'un qui ne se sent pas spécialement à l'aise, ça laisse la possibilité à des personnes de s'ouvrir à de nouvelles choses, de les découvrir ou de retrouver des choses qu'elles avaient pu déjà toucher, aborder ou autres. On le voit nous avec l'activité de la restauration par exemple. Donc l'hybridation, elle est super intéressante sur le volet économique. On est vraiment sans l'hybridation, il n'y aurait sûrement pas de pérennité économique, même si on voit qu'elle reste très fragile. Mais surtout sur là où c'est le lien avec les personnes, ça ouvre vraiment des perspectives de travail très différentes avec les personnes, ça c'est important. Puis le deuxième intérêt qu'on voit, même si on n'est qu'au début des tiers-lieux, c'est qu'on se dit que c'est un endroit où quelqu'un qui se sent bien, il va pouvoir rester plus longtemps. Un jardin d'insertion, on le voit avec tous les salariés qu'on accueille et toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, on est quand même contraint à des parcours de 24 mois. Et c'est vrai que, mis à part quelques exceptions qu'on arrive à conserver un petit peu plus longtemps, il y a énormément de personnes, et en particulier celles dont on sait dès le départ qu'elles auront beaucoup de difficultés à retrouver à l'emploi. Aujourd'hui, dans nos jardins, on recrute des personnes, on sait qu'au bout de 24 mois, elles n'iront pas à l'emploi. Pour les problématiques que Timothée donnait tout à l'heure, qui peuvent être de troubles psychiques, de difficultés diverses et variées, il y a des gens, on le sait, qui ne retrouveront pas l'emploi dans les perspectives des attentes des entreprises actuelles. Or, les tiers-lieux, les activités qu'on va pouvoir développer par les tiers-lieux, on peut penser qu'il y a une partie qui vont permettre soit à travers de l'emploi, ou tout simplement à travers de la fréquentation du lieu qu'elles pourront conserver, on va faire en sorte d'avoir une action et en tout cas de faire en sorte que ces personnes elles se sentent durablement bien accueillies dans cet endroit. Voilà. C'est les deux petits points sur lesquels je voulais
rebondir parce qu'effectivement, ça me semble être important. C'est pour nous une motivation, en tout cas moi, je sais que c'est une motivation à créer cet espace, cet endroit, ce lieu de vie. C'est qu'il nous permet d'aller encore plus loin que ce qu'on fait avec les jardins. Et c'est vrai que du coup, je reboucle sur ce que disait Thierry tout à l'heure de notre position, on ne devient plus une structure d'insertion sur le territoire, on devient un acteur du territoire vraiment multifonction. Voilà. Quand on arrive comme toi à convaincre les financeurs qu'il faut le financer, bah, du coup après tout va bien.